25 mai 2014 auront lieu en France les élections européennes. Et la première question à se poser, avant de se demander pour qui voter, est bel et bien la suivante: faut-il aller voter? Quel intérêt en effet peut-il y avoir à se déplacer pour glisser un bulletin dans l'urne en ce jour d'élection? En premier lieu, il faut noter qu'une fois n'est pas coutume, les grands démocrates au pouvoir se sont ingéniés, par la loi du 11 avril 2003, à réduire autant que possible la proportionnelle à cette élection, de manière à favoriser les gros partis, ou l'UMPS pourrait-on dire, de faire barrage au Front National ou aux autres partis qui pourraient éventuellement proposer un projet véritablement différent. Ensuite, il faut se remémorer le référendum du 29 mai 2005. À cette occasion, les Français ont rejeté à une majorité de 55% des votants le projet constitutionnel européen. Donc la classe journalistique, médiatique et les trois quarts de la classe politique se désappointèrent mutuellement d'un tel résultat. Et bien que la France fût suivie par les Pays-Bas et l'Irlande, un nouveau projet de traité, reprenant en substance celui de la Constitution, fut présenté et ratifié par voie parlementaire par tous les pays de l'Union européenne, sauf l'Irlande, où l'on fit revoter le peuple jusqu'à ce qu'il dise oui. Alors face à un tel mépris, pourquoi se déplacer à nouveau? En réalité, les hommes politiques ont besoin de votre vote pour se légitimer. L'élection au suffrage universel est prétendument la source de leur autorité, comme si le peuple, par son vote, investissait des hommes de son autorité pour qu'ils exercent le pouvoir en son nom et pour son compte. C'est tout l'esprit de la démocratie exprimé dans l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Néanmoins, le système européen démontre que dans les faits, il n'en est rien. L'Union européenne montre à l'inverse que le pouvoir s'exerce par une élite qui a un projet, une politique déterminée, qu'elle fait avaliser tant que possible par les peuples. Si ceux-ci votent pour, tant mieux, si ceux-ci votent contre, tant pis. Et quand bien même l'abstention atteint 60% en France ou dans d'autres pays, c'est bien dommage, on s'en attriste, on s'en blâme même, mais le pouvoir continue de s'exercer. Pourquoi ? Tout simplement parce que le pouvoir ne peut être exercé que par une élite, en raison de la complexité des sujets abordés. Les questions d'inflation, de dégrèvement de la TVA sur les plus-values faites à l'étranger, des directives d'harmonisation de taux bancaires, des règles de droit international privé ne peuvent être appréhendées par les peuples d'Europe. Il faut avoir été formé pour comprendre ces enjeux et y apporter une solution. Et si la masse ne peut même pas comprendre de quoi exactement il est question, a fortiori, ce n'est pas elle qui va réussir à désigner le candidat ayant la bonne solution au problème. L'idée est ridicule. Le peuple peut comprendre, voir et constater, en revanche, est par exemple l'augmentation du coût de la vie suite au passage à l'euro. Il peut constater l'augmentation du chômage. Il peut voir qu'il y a de plus en plus d'étrangers dans la rue. Mais ce n'est pas son vote qui va pouvoir changer quoi que ce soit. Car il n'a pas, n'a jamais eu et n'aura jamais le pouvoir. Le pouvoir sera toujours exercé par une minorité, plus ou moins capable, qui aura réussi à légitimer son exercice du pouvoir. Faut-il alors chercher à élire un véritable parti différent, hors système, même s'il s'y soumet pour être élu, qui veut changer les choses en profondeur? En réalité, outre que ce parti sera toujours diabolisé et écarté par l'élite en place, il ne pourra jamais accéder au pouvoir par le jeu des élections, parce que c'est l'élite en place qui pose les règles du jeu. À voir d'ailleurs la manière dont François Mitterrand utilisait le droit de vote des étrangers, on est même en droit de se demander si cela n'arrange pas en fait le pouvoir en place de canaliser une colère populaire dans un parti diabolisé. Non, en réalité, le jeu électoral pour désigner des hommes de pouvoir est, en plus d'être une farce, une des grandes tares de la démocratie. Car les hommes qui se présentent pour avoir du pouvoir, ils veulent du pouvoir. L'ambition est indispensable, elle est la condition sine qua non d'un homme politique dans une démocratie. En faisant acte de candidature, l'homme politique proclame tout haut son vice. Par conséquent, nous n'aurons jamais, dans les régimes dits démocratiques, que des carriéristes, des hommes prêts à presque tout pour obtenir, et surtout garder le pouvoir qu'ils auront obtenu. Et au menu des choses qu'ils sont prêts à abandonner pour garder leur siège, figure, on peut s'en rendre compte, l'intérêt du peuple, le bien commun. Enfin, la démocratie est une utopie. Il faut avoir beaucoup de foi pour croire que le peuple est la source du pouvoir, alors que les gouvernements de la terre entière nous montrent un spectacle contraire. Ici également, les démocrates
sont prêts à sacrifier le bien commun et le bonheur du peuple pour atteindre leur idéal démocratique, cet idéal de liberté, de tolérance, de fraternité, complètement chimérique. La solution n'est pas de revenir à un âge d'or démocratique qui n'a jamais existé, mais bien plutôt de mettre à la tête de nos institutions des gens qui ne choisissent pas d'être là pour assouvir leurs vices, mais qui soient là par obligation, par devoir, par charge, car le pouvoir est une charge, et non pas par ambition, par envie et par intrigue.